Alors moi je fais un métier du futur, un métier que peut-être même vos enfants feront dans quelques années. Alors, je suis même dans un livre qui s'appelle Les métiers du futur, qui est écrit par Isabelle Rouen, que je vous invite d'ailleurs à acheter parce que j'y suis, donc en fait ça parle aussi de pas mal de métiers assez étonnants comme ça, comme l'avocat augmenté, éthicien de l'intelligence artificielle, médecin numérique, neuromanager, et moi je suis éleveur de robots, c'est-à-dire éducateur d'intelligence artificielle. Alors, pour faire mieux sur LinkedIn, on met AI Trainer, ça fait beaucoup mieux. C'était désigné par le MIT comme un des métiers de l'avenir. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, comment j'en suis arrivé là. Mais en fait, quand on parle de futur et quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas tant futur que ça. En fait, on en parle depuis très longtemps. Est-ce que vous saviez que c'était un robot qui avait aidé les Alliés à gagner la guerre 39-45. Enigma. Vous êtes trompé. Bon, c'est bien un robot effectivement qui a aidé à gagner les guerres plus vite, donc à sans doute économiser plusieurs millions de vies. Et Enigma, c'est qui? C'est Non, c'est le robot des nazis. Enfin, c'est pas un robot, c'est la machine qui permettait en fait, qui avait le mot de passe en fait, qui permettait de coder ou de décoder en fait le code secret des Allemands, pour savoir exactement où étaient placées leurs troupes. Forcément, si on connaissait leurs troupes, on gagnait plus facilement la guerre. Et donc, on a la vraie machine qui a été créée, s'appelait The Bomb. Pourquoi elle s'appelait The Bomb? Parce que en fait, dès qu'elle trouvait le mot de passe, en fait, elle tombait. C'est vrai, elle tombait de la table, donc on l'appelait The Bomb. Elle a été inventée d'ailleurs par un Polonais. Et surtout, en fait, celui qui l'a fait connaître, c'est Alan Turing, que vous connaissez, et qui a donc inventé la machine de Turing. Et l'objectif, en fait, c'était quoi le problème qu'on a essayé de régler avec la machine de Turing? C'est que justement, pour décoder en fait, le code secret des Allemands, il fallait trouver un mot de passe, le mot de passe d'Enigma. Et le problème, c'est qu'en fait, on avait la méthode, on savait comment faire, mais on n'avait que 24 heures pour le faire parce que Enigma changeait de mot de passe toutes les 24 heures. Donc à chaque fois, il y avait plein de gens qui se mettaient dessus, puis au dernier moment, tac, le mot de passe tombait et tout le monde était super vénère. Donc voilà. Donc du coup, il fallait trouver un moyen, puisqu'on avait la méthode, de pouvoir l'automatiser pour aller beaucoup plus vite. Et en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, à la base, on ne parle presque que de ça. C'est-à-dire, en fait, on a la méthode, on a une expertise, en fait, on va la modéliser de façon à pouvoir l'automatiser pour ensuite accélérer un processus et aller beaucoup plus vite. Donc, en gros, on a des règles, c'est un peu comme une recette de cuisine, quelque part. Et donc, toutes ces technologies qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux, etc., ont été inventées à cette période-là. Et donc là, quand on a les règles, effectivement, c'est très simple. On donne les règles, et ensuite on met les données qu'il faut, et ça nous donne des résultats. Et ça permet d'automatiser tout ça. Le problème, c'est quand on n'a pas les règles. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas exactement comment faire. Par exemple, si vous devez essayer de détecter une tumeur du cerveau sur un scanner, par exemple, alors on a quelques idées, les médecins savent, mais en fait, on n'a pas vraiment les règles exactes qui permettent de le détecter à chaque fois. Ou alors, si vous voulez reconnaître un chien d'un chien sur une photo, alors vous, ça vous paraît simple, mais pour le faire automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on n'a pas la règle en fait, parce que pour le reconnaître sur les photos, il faudrait plein d'éléments, mais il n'y a pas de règle précise. Donc quand on n'a pas les règles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va demander en fait au robot de trouver lui-même les règles. Donc on va prendre toutes les données qu'on a, par exemple toutes les données qu'on a sur le scanner, et ensuite, on va envoyer plein de photos, plein de scanners au robot. On va lui dire, bah, là, il y a une tumeur, là, il n'y a pas de tumeur, là, il y a une tumeur, là, il n'y a pas de tumeur. Puis au bout d'un moment, il va établir son propre système de règles et pouvoir prédire s'il y a une tumeur ou pas sur ce scanner, par exemple, pour reconnaître un chat d'un chien. Donc c'est là où on utilise effectivement des réseaux de neurones qui s'apparentent de façon très libre au fonctionnement du cerveau. Et c'est là aussi qu'il y a l'apprentissage automatique, puisqu'il faut qu'il arrive à déterminer ses propres règles et les affiner au fur et à mesure. Donc l'apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Vous avez peut-être entendu parler du deep learning, qui est une autre forme de l'apprentissage automatique. Simplement, il y a plusieurs niveaux, donc ça communique les uns, c'est un peu plus complexe, on va dire. Donc qui dit apprentissage automatique dit apprentissage, donc dit éducateur de robots, ça c'est bon. Alors le problème, c'est qu'en fait, quand éduquer un robot, le métier d'éducateur de robot, on imagine que c'est un truc super technique, et en fait, ça n'est pas du tout. D'abord, moi, je n'ai pas de formation technique, je suis journaliste à la base, et ça s'apparente plus finalement au métier d'instituteur.
vous allez éduquer des enfants. Vous savez, éduquer des enfants, c'est pas facile en fait. La seule différence, c'est qu'en fait, les robots, il faut bien le comprendre, sont très très cons. Quand on parle d'intelligence artificielle, vous pouvez enlever le mot intelligence. Vous gardez artificielle. Par exemple, pour vous donner un exemple, vous comprenez bien, en fait, si vous essayez de... Vous demandez à un enfant, si vous avez des enfants dans la salle, si vous avez un enfant de 2-3 ans, par exemple, et vous essayez de lui faire la différence entre un chat et un chien, vous lui montrez combien de fois le chat? Qui dit 2 fois? Combien? Une fois, vous? Forcément, vos enfants sont plus intelligents que les autres. 3 fois, 4 fois? Voilà, bon, en gros, c'est entre 3 et 5 fois. Un robot, il faut lui montrer quelques centaines de milliers de fois, voire 1 million de fois. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle avant, parce que les machines n'allaient pas assez vite pour permettre aux robots de réfléchir 1 million de fois. Et maintenant, vous allez dire, bah, c'est pas grave, maintenant, avec la puissance des machines, avec toutes les datas qu'on a aujourd'hui, toutes les données qu'on a aujourd'hui, bah, ça va aller beaucoup plus vite. Mais sauf, mettez-vous à la place d'un éducateur robot, d'un enseignant, vous-même, si vous devez élever un enfant qui est très très con, et qui réfléchit très très vite. En fait, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, le robot, il fait 1 million de fois plus d'erreurs que l'enfant. Donc comment on éduque un robot? Et on l'éduque avec beaucoup de données, mais aussi beaucoup de contrôle, parce que sinon, on fait que ça va très très vite, il fait beaucoup d'erreurs, il faut vérifier que le robot, il ne s'éloigne pas de la réalité, on appelle ça un biais. Et en fait, les biais dans les algorithmes sont naturels. Il y a toujours un biais, c'est normal, puisque un algorithme, c'est comme le racisme, c'est une simplification de la réalité. Donc il faut sans arrêt contrôler avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Alors, le problème, c'est que les intelligences artificielles aujourd'hui, qui s'occupent notamment de reconnaissance, par exemple, ont été élevées avec des données qui souvent sont prises pas cher sur Internet. Et à l'époque où, dans les débuts de l'Internet, il y avait beaucoup de données, et comme Internet était utilisé essentiellement par des humains, par des blancs et des californiens, eh bien, bah, du coup, vous avez des robots qui ont un biais. Donc, par exemple, quand vous demandez à un robot de reconnaître, vous lui montrez une photo d'un homme en blouse blanche, il va vous dire c'est un médecin, voilà. Et quand vous lui montrez une femme en blouse blanche, il va dire c'est une infirmière. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle image.net pour vous amuser à regarder, taper infirmière, vous verrez ce qu'il vous dira. Donc, ce sont des biais effectivement sexistes, et alors pour vous dire c'est pas très très grave en fait, si ça l'est, surtout si ça rentre dans le monde du travail, par exemple en justice. Où les tribunaux américains utilisent des algorithmes prédictifs pour savoir, par exemple, si une personne qui est accusée, on doit la mettre en prison parce qu'il y a un risque de récidive. Et on s'est rendu compte que en fait, le robot se trompait plus facilement sur les noirs que sur les blancs. En fait, ce n'était pas le robot qui était raciste, même pas l'algorithme qui était raciste, c'est qu'en fait, l'algorithme reflétait en fait nos propres biais sociétaux, mais en les grossissant, en fait, révéler une forme de racisme chez les policiers blancs aux États-Unis. Quand on parle d'information, ce qui est mon métier, c'est le pire encore, les robots qui vous permettent de trier l'information, parce que vous avez une abondance de contenu maintenant aujourd'hui, c'est une grande richesse, c'est super, il y a plein de sources différentes, donc vous avez besoin de technologies pour les trier, ceux qui les trient, c'est Google, ou les robots des réseaux sociaux, Facebook. Et qui éduque ces robots? C'est pas Mark Zuckerberg, il ne les a pas éduqués, il les a fabriqués. En fait, c'est vous qui éduquez les robots. Vous êtes vous-même éducateur de robots des réseaux sociaux. Sauf que vous ne savez pas trop ce que vous leur envoyez comme données. Enfin, par contre, vous savez que Facebook récupère vos données, ça, il n'y a pas de problème, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous leur envoyez. Vous n'êtes pas non plus capable de faire cette boucle de rétroaction, donc de vérifier, de corriger le robot qui s'éloigne petit à petit de la réalité. Et les robots, en fait, réagissent à des impulsions relativement simples, c'est-à-dire que plus il va y avoir d'engagement, ils vont essayer de vous comparer à d'autres personnes qui vous ressemblent selon le peu de données qu'ils ont eues. Et donc, ils sont très sensibles aux fake news, ils adorent en fait les fake news. C'est pour ça que c'est très difficile pour Facebook et même quasiment impossible de créer des algorithmes qui vont permettre d'éviter les fake news, les fausses informations. Et puis en même temps, il finit par vous enfermer dans une bulle dans laquelle vous ne sortez pas trop, qui est à peu près, dont vous ne vous rendez pas vraiment compte, mais si vous y réfléchissez un petit peu, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte peut-être que vous avez un peu toujours la même chose, toujours les mêmes débats, les mêmes trucs, et même dans votre milieu professionnel, tout le monde partage les mêmes trucs en fait. Alors, on ne sait pas qui a commencé à partager le truc, mais enfin, à la fin tout le monde le partage, et finalement on n'a plus vraiment de choses nouvelles, et c'est même encore plus difficile de se démarquer.
Alors moi, il y a quelques années, je me suis dit, en fait, on ne peut pas plus rien faire en fait, pour ce robot. Moi, je me sentais très très mal informé. Je trouvais que c'était important parce que le monde va très très vite et j'ai besoin, moi, en tant qu'expert, d'avoir un maximum d'informations. Et donc, je me suis dit que ces robots-là, on ne peut plus vraiment les éduquer. C'est un peu des délinquants de l'information, sauf vous leur mettez des éducateurs spécialisés. Et là, ce stade-là, ça devient compliqué. Donc, on s'est dit, on va rééduquer nos propres robots. On va créer les nôtres. On va prendre le temps de le faire. Donc on a commencé par Flints, qui est un petit robot jaune que chacun peut entraîner soi-même. C'est assez simple, il suffit de s'abonner, c'est gratuit. Vous allez sur flint.media et vous pouvez recevoir une newsletter où il va vous envoyer des liens vers des articles, des vidéos, des podcasts, des contenus qu'il estime être intéressants. Et au fur et à mesure que vous allez cliquer ou simplement lui indiquer que pour vous c'est de la qualité, que pour vous c'est pas de la qualité, il va vous envoyer des contenus personnalisés tout en essayant de chercher la qualité de l'information, et pas seulement juste quelque chose qui correspond au bon thème, et en essayant d'aller chercher un maximum de diversité pour vous surprendre. C'était le pari de départ, et ça ne pouvait fonctionner que par le bouche-oreille, parce que vous ne voulez pas avoir n'importe qui pour entraîner ce petit robot un peu expérimental. Donc on a maintenant 18 000 abonnés qui entraînent des robots, et puis après on s'est dit, ce serait bien de pouvoir aussi avoir des robots spécialisés, lui les généralistes, spécialisés sur des thématiques professionnelles. Donc on a ouvert aux professionnels une école des robots. Il y a un double avantage, c'est que nous, ça nous permettait d'avoir des professionnels qui nous payaient donc, pour financer le projet, mais qui en même temps allaient apporter de l'intelligence à ces robots dans un environnement qui était relativement sécurisé. Donc on a créé cette génération de robots, donc ça permet en fait à plus de 400 experts maintenant aujourd'hui, dans des grandes entreprises ou des indépendants, d'entraîner plus de 1500 robots sur des thématiques aussi variées que l'aérospatiale, la supply chain, le marketing ou l'innovation dans les médias. Et donc en entreprise, ça se passe comment? Donc là, c'est là, en fait, c'est pas vraiment une école, en fait, ça ressemble plutôt à une plateforme comme ça, vous voyez que le robot se donne des notes lui-même, et on peut l'entraîner petit à petit, et recevoir donc, ses propres newsletters. Donc dans l'entreprise, ça se passe comment? L'entreprise souvent désigne des experts qui connaissent bien le sujet. Les experts donc, vont montrer aux robots des articles qui leur paraissent de qualité sur le sujet qui les intéresse. Et puis ensuite, d'autres personnes vont pouvoir s'abonner aux newsletters de ce robot. C'est un petit peu comme, finalement, si ce monsieur qui s'appelle PPC, qui est un influenceur sur Twitter, eh bien, quand il entraîne le robot qui s'appelle Gordon, qui est sur la fintech, donc l'évolution de la technologie dans la finance, eh bien, c'est comme si c'était lui, en fait, qui vous envoyait une newsletter, sauf qu'avec son propre jugement, ce qu'il estimait de la qualité et intéressant pour vous, sauf que lui, il ne fait plus rien depuis 2 ans. Et c'est le robot qui, en fait, le fait. Alors lui, ça lui fait gagner du temps, évidemment, mais surtout, ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, du coup, on lui a demandé, mais nous, on aimerait bien aussi entraîner, avoir notre petit robot, qu'on fasse un peu évoluer, mais sur la base de ce que tu as fait, puisqu'il est vraiment intéressant. Donc, on a créé un bébé robot Gordon, qui est juste là, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vend? Et si on le vend, à qui va l'argent? Est-ce qu'il va à nous, ou est-ce qu'il va à PPC? Et c'est là qu'on se rend compte, et c'est intéressant, où se trouve la valeur. En fait, la valeur, elle n'est pas tant dans nos algorithmes, que finalement dans l'expertise qui a été transmise, qui a été modélisée par PPC dans ce robot-là, qui devient une sorte de clone, entre guillemets, de lui-même. Évidemment, ce n'est pas vraiment lui-même, vous voyez qu'il ne se ressemble pas complètement. Autre utilisation, en fait, pour montrer qu'on en fait un petit peu ce qu'on veut, c'est une société d'édition qui s'appelle Humensis, ceux qui font Que sais-je, les presses universitaires de France, et en fait, ils voulaient faire des newsletters pour pouvoir parler de leurs produits, de leurs événements, etc. Mais parler juste des produits, des événements, c'est pas intéressant, il fallait avoir un truc à dire. Donc ils voulaient faire des newsletters, ils n'avaient pas le temps de les faire, de trouver des sujets intéressants. Donc ils ont éduqué un robot qu'ils ont fait éduquer par un chercheur de leurs équipes, qui est également un YouTuber, et qui donc a éduqué le robot à aller chercher des sujets très intéressants en termes de science, mais sans fausses informations. Et du coup, il récupère le contenu du robot, mais c'est un humain qui rédige, qui fait la sélection, qui va angler un petit peu différemment les sujets, qui refait un peu les titres. Ils envoient ça à 30 000 abonnés aujourd'hui. Ça leur permet, avec cette newsletter-là, qui fonctionne très très bien, de pouvoir pousser leurs livres ou leurs nouvelles productions ou leurs événements. Ils expliquaient qu'ils avaient essayé avant de faire plein de newsletters, ça ne marchait pas. Et maintenant, ils peuvent le faire parce qu'ils gagnent du temps là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, la création de valeur, encore une fois, elle n'est pas dans la technologie elle-même, elle est dans le sens qu'on veut y donner.
Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette intelligence artificielle? Et alors, je vais vous montrer ça. Vous connaissez? Vous aimez ou pas? Qui aime personne n'aime, chaque fois je demande à quelqu'un de lever la main pour dire s'il aime. Vous aimez pas, hein? Pourquoi? Parce que ça vous fait peur ou parce que c'est pas fini? Pourquoi c'est pas fini? C'est un peu flou, donc qui pense que c'est un peu flou? Alors c'est une œuvre qui a été peinte par une intelligence artificielle et qui a été vendue en octobre 2018, 436 000 $ chez Christie's à New York. En fait, que ça soit flou, c'est style, en fait. Voilà. Et le fait que ça soit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Pas fini? C'était le style aussi. Qui a été inculqué à cette œuvre-là. Alors évidemment, on s'est dit, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, quelle valeur ça a, en fait? Puisque le robot, une fois qu'il a été entraîné, ben, il peut en créer autant qu'il veut. Alors cette technologie d'intelligence artificielle utilise une méthode que l'on appelle, retenez bien ce nom-là, parce que vous allez avoir la super intelligence quand vous serez dans un dîner, ça s'appelle le GAN, Generative Adversarial Network. C'est quoi en fait? C'est qu'on prend un réseau de neurones à qui on dit, voilà, tu vas être le contrôleur de la vérité, de la réalité, qui veut dire ça c'est un personnage, une vraie peinture, et vous avez un réseau de neurones qui lui va tenter de faire plein de trucs pour essayer de tromper le premier réseau de neurones. Et une fois qu'il arrive à le tromper et lui faire croire que c'est une vraie peinture ou une vraie photo, eh bien, il a gagné, et dans ce cas ça fait un tableau. Ou alors ça permet aussi de faire des visages imaginaires. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle les deepfakes. Vous savez, on peut faire dire à n'importe qui n'importe quoi en vidéo. Prenez le président de la République, on peut lui faire dire ce qu'on veut avec cette technologie de deepfake, donc il reproduit une forme de réalité. Mais le collectif qui a réalisé cette œuvre-là explique d'abord qu'il y a une vraie œuvre d'art, qu'il y a une vraie démarche, parce qu'en fait ils ont entraîné le robot, ils ont la démarche de le vendre, ils en ont choisi qu'un seul parmi tous ceux qui ont été créés. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres qui se vendent, et il y a d'autres artistes qui maintenant travaillent avec l'intelligence artificielle. Et là, dans le cas précis, ce collectif qui s'appelle Obvious, qui rassemble des artistes et des ingénieurs, ont travaillé aussi sur un univers. Donc là, c'est un personnage d'une famille, et ils racontent une histoire, ils disent que c'est comme l'appareil photo. C'est en fait avant, quand l'appareil photo est arrivé, les peintres et les dessinateurs avaient peur qu'on leur pique leur travail, et qu'on allait avoir que des représentations de la réalité. On voit bien que l'instrument a été utilisé pour faire autre chose. Bien, c'est la même chose, c'est un petit peu comme... vous connaissez ça? Alors vous allez dire c'est pas le meilleur exemple de l'art humain et de la créativité, mais dans l'idée c'est qu'en fait Marcel Duchamp a pris donc une pissotière réelle, qui n'était pas vraiment... c'est pas lui qui l'a faite en fait, et donc voilà, c'est une démarche artistique. On est pour, on est contre, ça crée un débat, ça crée pas un débat, mais en tout cas il se positionne dans cette logique-là. Pour vous donner un exemple, on a fait lors d'un atelier avec une entreprise, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait aussi de leur futur, on leur a demandé en fait d'écrire une vision de leur futur un peu sous forme de poème. Et je suis allé demander donc à une intelligence artificielle donc, qui utilise le GAN, qui veut dire... j'ai déjà oublié. Pardon? Generative Advertising Neuron. Non, alors pas advertising, ça c'est la publicité. Adversarial, c'est l'adversaire. Network. Voilà. Vous étiez presque. Et donc, à partir des images et du texte, en fait, l'intelligence artificielle a créé une image imaginaire où on retrouve des éléments. Là, on parle du bon vieux temps, donc c'est un pan noir et blanc. Donc, moi, j'ai rien décidé, j'ai juste mis les deux. Et on a fait des petits tableaux, on a fait de l'exposition, et ils vont en faire un livre. Ça vous montre en fait, en tout cas, le rapport qu'on peut avoir avec le robot. On en fait un peu ce qu'on veut, et je pense que quand on regarde la courbe des pays qui sont le plus robotisés, en fait, c'est le pays aussi où il y a le plus de création d'emplois. Donc la vraie question qu'il faut se poser, et le vrai problème qu'il faut régler, c'est qu'on a une très forte méconnaissance de l'intelligence artificielle. On a tendance à la voir le plus souvent comme un simple moyen de réduire les effectifs, de réduire les coûts de production. Alors c'est vrai que ça permet d'automatiser un certain nombre de choses qui sont automatisables, mais ça permet surtout en fait d'inventer des nouveaux produits, de créer de la valeur. On ne le voit pas assez en termes de création de valeur. Quel nouveau métier on peut inventer autour de l'intelligence artificielle, quelle nouvelle valeur, quels nouveaux produits on peut inventer
par rapport à l'intelligence artificielle. Et quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que, en fait, cette révolution technologique, elle ne va pas bénéficier qu'au profit technologique. En fait, tout le monde doit s'emparer de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la technologie, son objectif, c'est pas d'améliorer la technologie, ça sert à rien. L'objectif de la technologie, c'est de régler des problèmes. Et donc les compétences qu'il faut développer pour ça, c'est il faut d'abord savoir identifier un problème, se donner des objectifs de qu'est-ce qu'on veut comme valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on veut inventer comme produit, qu'est-ce qu'on veut également peut-être comme entreprise, est-ce qu'on veut aussi qu'elle améliore aussi son environnement, la raison d'être. Donc finalement, les compétences qu'il va falloir développer sont plutôt des compétences créatives, d'être capable d'identifier des projets, d'être capable de travailler ensemble, donc ces fameuses compétences non pas techniques, les compétences comportementales qui nous permettent de nous adapter rapidement et de trouver des solutions. Et donc on n'a jamais autant eu besoin aujourd'hui de diversité et de sens, justement dans les entreprises, pour pouvoir imaginer les projets que l'on a envie, nous, pour le monde de demain. Donc ça veut dire qu'il faut révolutionner en fait notre système d'éducation, notre système de formation, mais aussi mieux nous informer. C'est notamment sur le mieux s'informer qu'on essaie de travailler avec FIT. Alors, je vais vous laisser avec une petite vidéo. Alors, elle, c'est pas un robot. Remarque, je sais même pas si elle a été inventée ou pas. Mais par contre, la robe, elle, a été créée par une intelligence artificielle. Vous allez voir que le robot peut en créer plein. Et en même temps, c'est une marque qui s'est créée autour, qui raconte une histoire et qui a créé cette robe au nouveau design. Donc il y a bien la création de valeur, parce qu'il y a bien une équipe autour et un projet derrière. Je vous remercie. Merci à Benoît Raphaël. Merci.